Donc avec Mehdi Mahmoud, avec qui nous allons parler de petites choses en rapport avec ces petits problèmes autour de la sécurité. Mehdi Mahmoud, bonsoir et bienvenue sur les ondes Radio Tunisie International. Bonsoir Fauzi, à vous et à toute l'équipe de RTC. Alors, ce soir on va parler de Google, on va essayer de comprendre un tout petit peu mieux ce qui se passe, pourquoi il y a eu cette panne sur Gmail. Oui, voilà, le service de messagerie et d'autres services de Google ont subi une panne importante en fin de semaine dernière. Une erreur logicielle est la raison de cette panne. Quand est-ce que cela s'est produit? En fait, c'est vendredi vers 14h10, heure de la côte est des États-Unis, que Google a reconnu la panne affectant Gmail sur sa page d'état App Status, qui indique en temps réel la performance de ses services. D'accord. La page App Status indiquait encore que plus de 10 services étaient toujours à la peine, et notamment Agenda, Talk, le fameux service de messagerie, Drive, le service de stockage et de partage de fichiers, et beaucoup d'autres services. Oui, voilà. Et beaucoup d'autres services comme Document, Site, Group, Voice et Google Hangout. Mais cette panne n'a pas touché le monde entier, puisque moi j'ai pas eu l'impression que mon Gmail pédalait dans la semoule. J'avais l'impression que ça marchait. Est-ce que cette panne était mondiale ou bien elle a touché certains États aux États-Unis? Exactement. Selon Google, sur l'ensemble c'est 10% de l'ensemble des utilisateurs qui ont été affectés. D'accord. Donc c'est pas l'ensemble des utilisateurs de Google qui ont été affectés et donc on ne sait pas quelles sont les raisons de cette panne aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu un communiqué? En fait, c'est à cause d'un bug logiciel selon Google. D'accord, mais non expliqué. La panne a été provoquée par un bug logiciel dans un système utilisé par Google pour contrôler les opérations des autres systèmes. Le vice-président de l'ingénierie a spécifié que vers 13h55, le système défectueux a envoyé une configuration incorrecte au système qu'il contrôle. D'accord, très bien. Et là, tout est rétabli, je pense. Ça marche impeccable. Oui. Tout est rétabli. Donc, alors, moi, Mahmoud, je vais te donner une information en rapport avec la sécurité également que j'ai pu trouver sur Internet. Je voudrais partager cette information avec les auditeurs. Je voudrais parler de Snowden, encore une fois. Donc, cet ingénieur qui travaillait donc à l'agence NSA. Donc, je voudrais vous dire que Snowden va plus loin qu'on le croyait, puisque la candidature de l'ancien informaticien de la NSA, l'agence nationale de sécurité américaine, qui espionnait le monde entier, y compris les présidents à travers le monde, etc., eh bien, Snowden vient d'être proposé par un groupe de législateurs norvégiens, eh bien, tout simplement pour le prix Nobel de la paix, rien que de cela. Et donc, il est en lice cette année avec 258 autres candidats, donc il va y avoir une shortlist bientôt, donc on va garder que la crème de la crème. Cette shortlist sera arrêtée vers le mois de mai, et nous pourrons savoir le nom de l'élu de cette année, celui qui gagnera donc le prix Nobel de la paix, d'ici le mois d'octobre prochain. On verra si Snowden d'abord sera dans la shortlist, et puis éventuellement s'il va pouvoir gagner ce trophée donc désiré par les uns et les autres. Alors je vous rappelle que je crois qu'il le mérite, vu qu'il n'arrête pas de dévoiler la NSA. Oui, effectivement, il a fait un travail qui reste discutable. On ne sait pas si, au goût de ceux qui vont juger pour le prix Nobel, ils trouveront son action véritablement une action qui tend vers la paix ou pas. Mais en tout cas, il a été proposé par des Norvégiens. Donc je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, Snowden, c'est un informaticien. Il a 30 ans. Il vit aujourd'hui réfugié, puisqu'il s'est sauvé des États-Unis. Donc il vit aujourd'hui réfugié en Russie. Et il continue encore et toujours à divulguer des informations qui ont été récupérées dans les disques de son ordinateur quand il a quitté l'agence NSA, où il était en train de dévoiler justement le désastre d'espionnage, que ce soit écoute téléphonique, informatique, mailing, données, jeux, tout y passe, même les applications mobiles, Mehdi Mahmoud. Oui, voilà, on va parler de ça maintenant. En effet, la NSA n'arrête pas de nous surprendre. Apparemment, elle est prête à tout faire pour nous envahir. Ça, voilà. Tu l'as dit, ouais. Ouais, et cette fois, c'est les applications mobiles, et notamment celles de Facebook, Twitter et même Angry Birds qui ont été ciblées par les agences d'espionnage. Incroyable. C'est le terme Angry Birds, espionné par la NSA, incroyable. Oui.
Objectif, recueillir des données personnelles et des informations de localisation. Ouais. Selon des documents récemment publiés par Snowden, des agences d'espionnage ont collaboré avec la NSA américaine pour récupérer des informations personnelles depuis des applications mobiles, notamment des données de localisation et des carnets d'adresses. Hier, le New York Times, le Guardian, ont fait état de dizaines de documents montrant que ces dernières années, dans leur action de surveillance, les agences de renseignement sont aussi allées chercher des informations dans les applications téléchargées sur les smartphones. C'est ainsi, oui. Oui. Et il n'y a pas longtemps, on a parlé également de la même chose, mais par rapport aux jeux. Oui. C'est assez incroyable. Donc, au point où on en est aujourd'hui, on sait que l'agence nationale de sécurité, donc cette agence américaine, elle est partout, dans tout ce qui est digital. Partout, donc demain je pense que cette agence sera dans les télévisions numériques connectées et aujourd'hui tout ce qu'on touche, eh bien il y a probablement de la NSA derrière et moi ce qui me fait beaucoup rire c'est Barack Obama, le président américain qui est sorti dire donc il a rappelé à l'ordre donc la NSA. C'était indirect, il n'a rien révélé. Et il a dit donc à ceux qui travaillent à la NSA, arrêtez d'espionner les présidents qu'on considère comme étant des partenaires et des amis. Mais pour le reste, allez-y, continuez, piratez tout le monde, les téléphones, les ordinateurs mobiles, les téléphones mobiles, les jeux, les applications. Voilà, mobiles. il accède à des données personnelles contenues dans les carnets d'adresses, la liste de contacts, les historiques d'appels, même les données de géolocalisation stockées dans ces applications. Ouais. En gros, ils sont capables de retracer, de reproduire, de recréer la vie virtuelle de tout un chacun de nous. Oui, ils sont capables de voir qui vous appelez, les messages que vous échangez et même où est-ce que vous êtes allé. Et donc là, la seule solution qui reste devant nous, c'est où on va se munir d'un vrai téléphone, donc totalement sécurisé et crypté, comme celui dont on avait parlé la semaine dernière, qui sera exposé dans le salon du World Mobile Congress. Donc c'est un téléphone totalement sécurisé, ou bien tout simplement se débarrasser complètement et totalement de tout ce qui est numérique dans notre vie et revivre très normalement, très décontracté, comme ce fut le temps dans La Petite Maison à la Prairie. Tu te souviens, Ressa Bouzib? La Petite Maison à la Prairie. Oui. C'était beau. Imagine, Fauzi, même le jeu Angry Birds, il collecte les informations personnelles. Même fameux jeu Angry Birds. Je vais interdire à mes enfants de jouer avec Angry Birds. Oui, à éviter. Je vais revenir aussi Facebook, Twitter, etc. J'ai tellement envie d'aller vivre à nouveau dans la petite maison de la Prairie. Je serai heureux comme tout. Eh bien, Mahdi Mahmoud, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci au Club Sécurinet qui collabore avec RDCI sur cette petite rubrique très sympathique pour les jeunes étudiants de l'INSAT, très doués. Au revoir et à très bientôt. Bye.